D'avoir un plateau aussi exceptionnel aujourd'hui à l'ABC. Je vais charger Jean-Claude de présenter tout le monde. Je voulais vous remercier d'être présent. Toutes vos questions seront les bienvenues. Et juste pour qu'on se calme un petit peu, on a à peu près 1 heure ou un petit peu plus. Donc voilà, je vous laisse Jean-Claude Mirabella, qui est notre consultant pour la programmation, présenter la conférence de presse. Et merci à vous tous d'être là. Bonjour à tous. Inutile de vous dire l'émotion qui m'étreint ce soir. Nous avons un plateau de dimension internationale, dimension mondiale. Donc je vais les prononcer. Ça faisait longtemps qu'ils ne se voyaient pas. Hein, voilà. Au moins ils sont heureux de se voir. On dit toujours que le comédien, c'est pas évident. Je vais vous présenter à l'extrême gauche, comme toujours, Marco Tullio Giordana, le réalisateur. Maya Sanza, Jasmine Trinca, Lidia Vitale, Alessio Boni, Dulcis in fundo. This does not, e poi Luigi Locascio. Vous connaissez 3 d'entre eux qui sont déjà venus. Jasmine en 2006. Je suis là. Elle est là, oui. La photo de l'époque. Vous voyez qu'elle a grandi depuis. Elle a grandi. Et puis Marco Tullio et Luigi qui sont venus l'année dernière. Voilà. Alors, ils sont à votre entière disposition. Je vais m'adresser au réalisateur. Alors, le film donc est sorti en 2003, ça fait donc 10 ans. Et je me disais en revoyant et en regardant un peu la chronologie, que ça faisait 2 ans que Berlusconi était au pouvoir en Italie. Quand le film est sorti, est-ce qu'il n'y avait pas un désir de votre part de montrer aux Italiens un autre visage de l'Italie, c'est-à-dire une Italie qui n'était pas le pays d'une certaine vulgarité, etc., mais de leur montrer leur pays, de leur remontrer leur pays, sa géographie magnifique, son histoire complexe, et surtout des gens bien, des gens qui avaient un idéal à défendre, et de montrer en cette période que l'Italie c'était ça aussi, et qu'il fallait peut-être le redire, leur montrer. On ne pouvait pas parler de ce type. Je pensais de faire un film Berlusconi free. J'imaginais pour les Italiens, quand il y a quelqu'un qui prend le pouvoir, ça dure 20 ans au moins. C'est beaucoup, mais en fait, ce n'est pas l'histoire de l'humanité. Et je pensais, avec un peu de présomption, que nos meilleures années auraient survécu à Berlusconi. Donc, c'était inutile de les citer. Parce que j'espère qu'il y a, fra 30 anni, il y aura quelques jeunes hommes qui regarderont encore nos meilleures années. Et Berlusconi, qui? Donc, c'est pour ça. J'ai toujours pensé pour ce 23 Berlusconi qui? Je ne veux pas mettre pour Berlusconi dans mon film. Il est partout. Bon. Là, il n'est plus là. J'espère de ne pas le regretter. Il n'y a quelqu'un de pire. Bon. Est-ce que... Comment vous abordez le fait que votre film est devenu un film culte? Et qu'est-ce que ça fait à vous, les acteurs, d'avoir participé à un film comme celui-là, qui marque maintenant à la fois par son universalité, votre pays, l'Italie, mais aussi le monde entier? Ça, c'est un mystère pour moi, sinon j'aurais cherché de le refaire. C'était une combinaison des étoiles, c'était quelque chose d'incroyable, des rencontres formidables avec, par exemple, tous ces comédiens
qui à l'époque était, je ne veux pas dire de débutant, mais il était au commencement d'une carrière qui est devenue formidable. C'était un scénario, c'était pas moi qui l'avais écrit, c'était Stefano Rulli et Sandro Petraglia. Un scénario formidable qui était très beau. Quand le producteur Angelo Barbagallo qui me l'a proposé, je n'avais pas vraiment envie de faire de la télévision. Parce qu'on pense que la télévision, c'est un peu lourd, c'est un peu cinéma de papa, ou bien télé des papas, et tout ça. Mais quand je commençais à lire le scénario, il était tellement émouvant. Et je connaissais bien ces gens-là, tous les personnages, etc. Je dis, moi, je le veux faire. On a fait les films. C'était un moment où le type dont on avait parlé avant avait gagné les pouvoirs et tout le monde à la télévision était préoccupé pour sa chaise. Donc il ne s'occupait pas du film. On a travaillé dans un état de liberté, de félicité, d'amitié, sans aucun conditionnement. Et à la fin, les films, c'était bien, c'était émouvant. Je me rappelle très bien les projections avec les gens de la télévision qui regardaient les films, pleuraient, et à la fin ils disaient c'est formidable, c'est magnifique, mais on ne peut pas l'émissionner parce que c'est trop raffiné. Et nous tous, nous devons remercier la France parce que le film a été invité au Festival de Cannes par Thierry Fremont, qu'il avait vu, il a dit bon, bien qu'il est pour la télévision, je veux montrer les 6 heures au public de Cannes. Et là, c'était incroyable, parce que je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde était là. Je ne sais pas comment ils savaient avant que le film était bon. Ils étaient tous là. Et après ça, le film est sorti dans les salles en italien, après aussi à la télévision. Donc, la chance, la fortuna de nos meilleures années est une fortuna française. Donc, nous sommes très heureux, je pense, d'être là, ici, à Toulouse. C'est une fête aussi pour nous. Bien, on est resté en contact, évidemment, on est très amis, on s'aime beaucoup, etc. C'est magnifique d'avoir un grand succès ensemble. C'est magnifique aussi d'avoir une déception. Ça lie beaucoup. C'est mieux un succès. Choisir. Oui, si on peut choisir, c'est mieux le succès. Et de se retrouver ici après tout ce temps qui est passé, ils sont pareils sur l'écran. Ils n'ont pas vieilli, donc j'espère qu'on peut se revoir fra 10 anni et tous les mêmes. Et vous aussi, vous êtes tous les mêmes. Mais D'autres questions, remarques? Alors je vais m'y coller. Avant de poser quelques questions aux comédiennes, je reste encore avec Marco Tullio. Ton film nous propose une sorte de géographie d'Italie d'aujourd'hui, un voyage. Tu me dis si je me trompe, les villes les plus importantes dans le film, c'est Rome, Florence, Turin, et puis une région, la Sicile. Donc, et la Toscane aussi. Et également la Toscane, je pourrais ajouter aussi éventuellement, il y a un passage important, c'est Marghera. Oui. Est-ce que vous avez travaillé donc sur cet espace italien qu'il fallait, je sais pas, mettre en scène aussi? C'était une idée des scénaristes de raconter une famille, mais qui était une famille qui a connu une espèce de diaspora, comme on dit diaspora. C'est-à-dire que ce qui est très normal, par exemple, dans les États-Unis, de se déplacer continuellement, pour les Italiens, c'est plus difficile de se déplacer. On vit à Milan, je suis né à Milan, je reste à Milan toute ma vie avec Bettino Craxi et tout ça. Alors, il faut se déplacer pour chercher le travail, pour chercher... Et beaucoup de villes d'Italie sont très belles, très différentes, c'est un pays avec des cultures très différentes, donc c'était intéressant de faire
un film pas seulement romain ou milanais ou sicilien ou tout ça, bien qu'il y a une ère du temps, une ère de sa maison dans tous les films. Ce sont des gens qui se sont déplacés et qui ont construit un rapport chacun avec la ville où ils sont allés habiter. Et tout ça, et c'était bien de le revoir dans le film parce que dans les années 70 et 80, les Italiens ont commencé à se bouger finalement, à l'extérieur et aussi dans son propre pays. Alors, il y a une géographie physique et peut-être une géographie intérieure aussi. Géographie physique, Mirella, qui est sicilienne. Donc j'aurais aimé que tu nous dises comment tu as travaillé éventuellement, tout à l'heure on a parlé des accents, ton personnage en tant que Sicilien. Et Giorgia, ça serait plutôt un voyage intérieur, le travail que tu as fait pour interpréter le rôle de cette demoiselle, on va dire qui a des problèmes psychologiques. En fait, le sujet de l'accent est plutôt intéressant. Parce que je ne sais pas si Marco Tullio se rappelle, mais au début, moi j'avais très envie, en fait, Ronnie m'a dit, cette fille, Miala, elle est sicilienne. On précise que tu es originaire de Rome, tu as vécu. Oui, je suis née à Rome, ma mère elle est torinoise, du coup, côté italien, je suis plus du nord que du sud. Et du coup, je dis à Marco Tullio, je dis, ben alors, je vais travailler sur l'accent sicilien. Il me dit, oh non, non, s'il te plaît, non, non, non. On cherche une simplicité, une universalité, Je dis, oui, mais Marco Tullio, quand même, tu vois, elle vient de la Sicile, on la rencontre, elle est sicilienne, elle ne peut pas parler comme... Et bon, je crois que de toute façon, Marco Tullio a toujours aimé la façon dans laquelle je me passionnais, et il souriait avec son expérience. Il me disait, bon, je sais pas, on va voir, mais pour le moment, tu parles italien. Bon, heureusement, on a commencé avec les scènes tournées à Rome, du coup, où Mirella avait déjà vécu très longtemps, et moi j'ai un peu triché. J'avais simplement ouvert un tout petit peu les voyelles. C'était un truc, c'est pas très perceptible en fait, on n'y fait pas très attention, ça pouvait être mon accent personnel, ma façon de parler. Et après, quand enfin on avait la scène qui est censée être au port de Palerme, je l'ai supplié, j'ai dit là c'est la première fois qu'on la voit. Elle débarque de Stromboli, s'il te plaît. Il m'a dit d'accord, si tu arrives à me convaincre, fais-le. Et du coup, je lui ai proposé l'accent sicilien. Il était content. Et c'est comme ça que, en effet, Mirella a un accent plutôt fort sicilien au tout début. Et après, on a gardé simplement une touche pour mais sinon, le travail a été plutôt sur le personnage, sur le fait qu'elle était photographe, sur sa façon d'apercevoir la vie, la relation avec Matteo, et avec Alessio et après avec Gigi. Merci. Souvent, on parle de coach pour l'accent, pour la voix. Est-ce que tu as eu un coach pour la façon de bouger la tête, les mains Non, moi je ris parce que tout à l'heure on parlait avec Lydia d'un acteur de méthode américain, et alors que je ne suis pas du tout ça. Je connaissais vraiment pas le travail de l'acteur à l'époque. Et maintenant, tout ce que je sais, c'est grâce à ce que j'ai fait. C'est comme... C'est l'expérience, c'est la direction et tout ça, mais c'est pas un travail vraiment sur le personnage. Et à l'époque, je me souviens qu'on avait choisi de ne faire pas un travail en regardant des choses, en lisant, on peut dire un travail scientifique. Non, on n'a pas fait ça. On était plutôt sauvages. Oui. Non? Écoute, je me rappelle rien. Et moi non plus. Et c'est incroyable pour ça. Parce non, que on aurait dit que tu avais c'était beaucoup mieux à l'époque. Tu avais été coaché, parce qu'il y a même, ne serait-ce que cette photo, quoi. On se dit, elle est dans son personnage. Quoi. Oui, mais elle est un peu comme ça. Elle est vraiment comme ça. Elle a un peu changé, mais
Euh, et non, et c'était tout incroyable. C'était tout incroyable, la façon de travailler ensemble. Et on était tous vraiment proches aussi à la fin du film. Quand le film est sorti, et on est restés des années ensemble. Donc on se cherchait. Maintenant, ça fait 5 ans minimum qu'on ne s'est pas vu. C'est pour ça que l'atmosphère est si gaie. Voilà. Festive. Et, non, mais merci à vous, vraiment, parce que, comme on disait par rapport au Festival de Cannes, qui a découvert le film, c'est vrai que aussi cette année, on n'a pas eu de célébrations en Italie. Personne a pensé à ça. Et nous... Il est passé à la télévision au mois de septembre, je ne sais pas si c'était pour les 10 ans, la RAI on peut-être. a vraiment rien fait comme ça. Et C'était ça, très bien bien. passé, Oui. enfin, c'était un Oui. succès, même après 10 ans. C'est-à-dire que les gens qui l'avaient vu à l'époque ont voulu le revoir, et les gens qui avaient 10 ans à l'époque n'avaient pas vu le film. Ils ont regardé. Il a gagné la soirée, comme on dit. Bon, il a gagné le film. Mais aujourd'hui, il a gagné ce soir. Il a gagné quoi? Combien? C'était bien. Et je me rappelle par exemple la scène dont tu as parlé, Maya. Quand on l'a tournée dans le porto du Palerme, il y avait un certain moment, c'était une scène très émouvante. L'Ocascio découvre que Maya a un fils de son frère qui s'est suicidé. Donc c'est une scène magnifique. Et à un certain moment, nous avons déjà commencé à tourner. Il y avait un bateau qui avait commencé à faire comment se dit, les policiers. Le nettoyage? Si, Le ménage? il y avait un bruit incroyable. Alors, il faudra doubler cette scène parce que c'est impossible, on ne peut pas. Quand je montais le film et je faisais l'édition du film, ils étaient tellement formidables et émouvants, c'était impossible de la doubler. J'essayais, on a essayé, si vous vous rappelez. Vous êtes venus, vous avez doublé très bien, mais ce n'était pas la même chose. Et je gardais dans le film la scène avec le bruit du bateau parce que il y avait des choses que c'était impossible à refaire. C'est-à-dire que quand on tourne un film et les acteurs ne sont pas des interprètes, ils sont vraiment ces personnages-là, il n'y a pas une vraie direction des acteurs. Le metteur en scène doit les placer et ne doit rien faire. Il doit fermer les vents, le bruit et laisser faire. Si vous avez la chance d'avoir bien choisi votre acteur, c'était assez incroyable pour moi que les gens les appelaient « Oh Matteo »,« Oh Nicola »,« Oh Mireille » et « Oh George », comme s'il était vraiment des personnages existants, pas des personnages créés par des écrivains et tout ça. C'est vraiment incroyable pour moi. C'est la création. On peut devenir fou de ça et dire, bon, je suis tellement puissant qu'on va inventer la vie, inventer des personnages. Ça, c'est pas l'habilité d'un metteur en scène. Ce sont les acteurs qui font ça. C'est pour ça que je les aime beaucoup et que j'emploie beaucoup de temps pour travailler avec eux avant de faire le film. Et sur le plateau, il faut les laisser libres, comme des grands cavalli da corsa. Via con... Basta, non parlo più. Il y a également le personnage de Giovanna, qui est Lydia Vital, et la sœur aînée, qui est magistrat, qui est juge, qui est passionnée par deux éléments au début. D'un côté, peut-être l'écologie, à la fin, la lutte contre la mafia. Mais j'ai envie de revenir à ce que je disais tout à l'heure à Lydia, quand elle est arrivée. Je lui ai dit, mais tu es resplendissante, tu es beaucoup plus jolie que dans le film. Et elle me dit, ouais, il m'a vieilli dans le film.
Pardonnez, je n'ai pas parlé français, così parlerò italiano. Io ringrazio molto Marco Tullio, lo dicevo oggi all'aeroporto a Marco Tullio, lo ringrazierò sempre. Je remercie beaucoup Marco Tullio et je lui ai dit même à l'aéroport, je le remercierai toujours. Perché questa scelta di farmi fare questo personaggio così maturo rispetto all'età che avevo. Donc je le remercie de m'avoir fait interpréter ce personnage mature, surtout par rapport à l'âge que j'avais, beaucoup plus mûr. In qualche modo ha molto segnato, no, la mia carriera poi. Ho sempre fatto donne molto più grandi della mia età. Ça a beaucoup marqué ma carrière parce qu'après j'ai interprété beaucoup de femmes plus âgées que moi. Finalmente ho 40 anni, farò solo per 15 anni la quarantenne, questo vabbè. Finalement donc j'ai 40 ans et je crois que je vais interpréter des quadragénaires maintenant pendant 15 ans. Ma è stata una grande fortuna, una grandissima opportunità perché mi ha permesso di poi nel tempo di sviluppare questo aspetto, no? della capacità di dare queste età di più ai personaggi. Ed è una cosa che mi ha appassionato tantissimo e continua ad appassionarmi. C'est une grande opportunité, ça me passionne vraiment de travailler justement sur l'âge que je dois donner à mes personnages. E quel personaggio in particolare era un personaggio mi ricordo una volta Marco Tullio, noi all'inizio parlavamo un po' del personaggio, poi silenzio, non si parlava più del personaggio. Je me souviens qu'au début je parlais du personnage avec Marco Tullio, puis après il y a eu un moment de silence, on n'en parlait plus. E lui non sapeva che io avevo messo, questa è una cosa che mi lasciò di stucco per l'intelligenza di Marco Tullio. Durante la scena del padre, quando nostro padre ci dice che stava morendo. Donc une chose qui m'a marqué, surtout pour l'intelligence de Marco Tullio, au moment de la mort où notre père nous annonce qu'il va mourir. Io che sono una brava studentessa avevo messo come archetipo del mio personaggio Giovanna d'Arco, riferendomi, questa era la prima, io l'avevo messa come la prima donna, le donne diventavano magistrato nel 73, la prima donna magistrato fu nel 73 in Italia, quindi avevo messo un po' un archetipo di Giovanna d'Arco, ma non gliel'avevo mai detta a Marco Tullio. Donc moi j'avais une sorte d'archétype, c'était Jeanne d'Arc, et surtout pour le fait que la première femme qui a été magistrat en Italie, ça s'est passé en 73, mais je n'avais jamais parlé de Jeanne d'Arc a Marco Tullio. E quel giorno Marco Tullio mi venne vicino e fece Lidia, questa Giovanna, mettiamola un po' via per questo momento, questa Giovanna d'Arco, mettiamola un po' da parte. Et donc il m'a dit, donc, E io rimasi... l'accent que vous avez entendu, il m'a dit laissons tomber un peu, laissons de côté cette Jeanne d'Arc. E io rimasi scioccata perché non gliel'avevo mai detto che avevo messo Giovanna d'Arco. Et moi ça m'a choqué parce que justement je lui en avais jamais parlé. Finalement, vous ne laissez pas les acteurs livrer à eux-mêmes. Ça vous donne l'illusion de la liberté. Mais comme vous avez l'illusion de la direction. D'autres questions, remarques? Sinon, on va peut-être s'intéresser aux garçons, mais vas-y. Oui, on peut parler du montage. Moi, j'étais impressionné par le travail de montage. Enfin, ça a dû être très long. D'abord, votre monteur est fabuleux parce que j'imagine la durée du travail pour un film pareil, 6 heures. Surtout qu'en plus, le découpage en séquence, il faut trouver le rythme, le bon rythme. Donc, ça doit être un travail phénoménal. Mon monteur a commencé toute seule parce que on devait tourner, on a tourné les films pour 6 mois. Il n'y avait pas le temps de faire le montage après. Donc je lui ai dit, on avait déjà travaillé ensemble, je lui ai dit, Robert, il faut que tu commences et après on verrait ensemble. Et on travaillait dans un vieux palais à Rome qui maintenant a été transformé dans un grand hôtel. Et il y avait 3 ou 4 plateaux du film et la petite salle en montage. Et donc j'ai terminé de tourner, j'ai monté chez lui à regarder ce qu'il avait préparé. Mais il avait déjà fait un travail extraordinaire. Il était dans le film lui-même. On s'est beaucoup amusé avec Roberto Missiroli, le chef monteur.
Quelquefois, c'était tellement long le film, 6 heures. C'est passé que j'ai vu à la télévision très tard passer quelques images et de ne pas reconnaître nos meilleures années. De voir des images et de dire, mais c'est quelque chose que... Ah, le bon vieux nos meilleures années. Et de les regarder. J'avais complètement oublié, pas les films, c'était très clair les sentiments du film. Mais j'étais très curieux de voir le montage du film. C'était une nouveauté pour moi quand je l'ai revu dans ces années. Et je dois l'avouer, je suis resté à les regarder avec un peu de complaisance. Je me suis ému. Parce qu'il y a des choses, des scènes. Je sais, c'est moi qui l'ai fait, ce sont tous faits, mais chaque fois qu'il arrive Adriana, oh, c'est incroyable. Elle peut être ici. Elle vous salue, elle m'a dit, il faut que tu vous remercies, j'aurais adoré, mais elle est en théâtre. Je ne peux pas dire quel âge a-t-elle, mais elle est toujours là sur le plateau comme un soldat. Et les soldats doivent être toujours au front. Elle ne pouvait pas venir, sinon ça aurait été fantastique d'avoir maman ici. J'en profite pour ajouter que Valentina Carnelutti aurait dû être des nôtres. C'est une mauvaise nouvelle pour nous, mais une bonne nouvelle pour elle et peut-être aussi pour le cinéma italien. Elle a réalisé un premier court-métrage qu'elle a présenté au Festival de Turin. Elle l'a présenté, elle est retournée chez elle, elle s'apprêtait à venir. On l'a appelée de Turin disant qu'elle avait gagné un prix. Donc elle est à Turin ce soir pour retirer son prix. Voilà, on lui pardonne. Elle aussi était déjà venue pour présenter un film avec Angelo Orlando. Sfiorarsi. Voilà, ils sont là derrière. Il y a une chose intéressante aussi, c'est les rapports qu'entretiennent les deux garçons. J'ai envie, Marco Tullio, dans le film, qui a la science et les lettres, la médecine et la littérature. Tu as choisi la médecine pour Nicola, et là il y a une lumière, d'ailleurs on lui a rendu hommage hier, c'est Basalia. Et dès le début, on nomme quelqu'un que j'ai beaucoup lu quand j'étais étudiant, c'est Salinari, je crois, qui avait à propos de Matteo. Mais je vais poser une question à Matteo, je ne sais pas si on te l'a déjà posé. J'avais présenté le film il y a quelques années au Festival de Prades. Il y a un psychologue qui est intervenu à propos du personnage de Matteo. Il disait naturellement c'est un personnage très tourmenté. Et il nous a fait tout un discours sur son rapport aux hommes et aux femmes. Et il nous a expliqué par A plus B que c'était un homosexuel refoulé. Est-ce que c'est quelque chose dont on vous a parlé, dont tu as parlé avec les scénaristes, en nous citant tout un tas d'éléments que je peux éventuellement reprendre? Du début, quand une fille essaie de l'embrasser, le premier slow, il tourne la tête, au rapport éventuel un peu ambigu qu'il entretient avec son frère. Il momento dell'outing. C'è un outing in corso. Bonsoir. Alors, bon. Est-ce qu'on t'en a déjà parlé? Oui. Oui. Je suis homosexuel. Non. La première chose que excuse-moi pour mon français, c'est beaucoup de temps que je ne parle pas. Je suis un peu fatigué, mais j'espère l'expliquer. Sinon, tu m'aides, d'accord? Merci. La première chose que m'a touché quand je me rendez-vous avec Marco Tullio Giordana, c'est qu'il ne cherchait pas des acteurs, pour moi. Il cherchait seulement des âmes très à côté de le personnage, très à côté. Georges, elle a beaucoup de, je pense, de Jasmine, Marielle, elle a beaucoup de Maya, Giovanni, elle a beaucoup de Lydia, Nicola, elle a beaucoup de Luigi, et Fabrizio, elle a beaucoup de son personnage, Sonia Bergamasco, beaucoup d'elle. Elle a cherché beaucoup quelque chose qui touchait la partiture.
Et je me rappelle que tout le temps, il était un travail d'ensemble, pas seulement sur les caractères. Oui, d'accord, nous avons parlé avant, nous avons lu ensemble, nous avons parlé de le personnage, bien sûr, les caractères, mais après, tout le temps, il disait ça. Non, non suona, come ça dit? Ça sonne pas bien. Ça ne sonne pas bien, ça sonne pas bien. Oui, vous le disiez bien, mais ne sonne pas. Tout le temps, je cherchais quelque chose dans la partiture de comment, vraiment comme un musicien. Je me rappelle ça, beaucoup de le travail que nous avons fait ensemble en 6 mois sur le tournage. C'est une chose très, très particulière et très difficile de trouver sur le set. Je peux trouver quelque chose en théâtre, mais pas sur le set, parce que le set, il a toujours une impression de temps, d'argent, de conditions, des choses comme ça. Nous avons vécu vraiment en conditions particulières, uno stato di grazia, un état de grâce. Le personnage de Matteo, nous avons parlé beaucoup, il m'a conseillé beaucoup de livres de devoirs, mais c'était un mal de vivre qu'il avait des temps, en conditions très pressées. Et je crois que Matteo, il aimait l'amour de la condition de tout l'amour. Il voulait aimer. L'amour, c'était pas conditionné dans la femme, dans les hommes, mais vraiment, il aimait la vie de tout l'ensemble. Un arbre, comme ça, comme un personnage, comme ça, comme une personne, comme ça, comme un homme. Mais il n'était pas complet, il n'était pas compris, capito, non era, compris, il n'était pas compris, il savait d'être pas compris. Donc, plein, il est arrivé, je pense, dans un court-circuit, comme ça, un court-circuit. Elle est arrivée à le geste final, comme ça, mais c'est en condition qu'il est arrivé jour par jour, tournage pour tournage, il est arrivé comme ça. Oui, d'accord, il était écrit, mais la première chose qu'elle m'a dit, oublie que tu arrives là. Oublie que tu arrives à le suicide. C'est un personnage que peut-être qu'à la fin, tu ne te suicides pas. Vous comprenez? Il a une vitalité, il combat tout le temps avec l'incompréhension, la sensibilité, la poétique, la difficulté de la vie, d'accord? Mais marche avec positivité que tu peux affronter et gagner la vie. Après, les gestes, il est arrivé, mais si tu ne pensais pas, peut-être qu'après 10 secondes, tu ne faisais pas ce geste. Et c'était un grand travail, je me rappelle. Ouais, la condition de tout ensemble, et la solidarité aussi, c'est très difficile de travailler avec des amis qui t'appellent la soirée. Je m'appelle, j'appelais Gigi, ou peut-être Giorgia, Maya, Fabrizio, Sonia, on parlait tout le temps. Après le tournage, sur 10 jours, 12 jours de travail pendant le jour, et après la soirée, qu'est-ce que tu penses? Non, parce que peut-être... C'était une condition vraiment passionnée. Et ça, il te respecte toute la vie, parce que ce n'est pas la normalité. Donc, je remercie bien sûr Marco Tulli, mais aussi la France, parce qu'il a fait connaître, vraiment, il a fait connaître les meilleures années à tout le monde, grâce au festival. Merci. Vous avez compris? Non. Alors, tu as un avis sur la question? Non. Je voulais dire à propos de l'homosexualité. Je voulais, parce que c'est très facile d'expliquer le personnage de Matteo en disant bon, il est un homosexuel refoulé et il est un suicide. C'est-à-dire le destin est celui-là. Non, je pense que Matteo a un problème avec la sexualité. Les rapports avec les autres, soit femmes, soit hommes. Le problème n'est pas le sexe. Le problème, c'est d'exprimer, de se donner à quelqu'un, d'accepter d'être aimé par quelqu'un. Peut-être le rapport avec la mère. Il y a la scène dans laquelle
Dans la chambre, oui, avec la, come si dice, la pagella. Je ne sais pas, la pagella. Bulletin de notes. Bulletin de notes scolaire. Je veux pas la pagelle mienne. Peut-être que là, il y a une explication. Tout ce qui est très facile dans son frère, c'est-à-dire le rapport avec les autres, la générosité, la solidarité, est très difficile à mettre. Et c'était très difficile en lisant le scénario d'avoir de la sympathie pour un personnage comme ça, parce qu'il était trop angoissé, trop négatif, trop violent avec les autres. Et donc, il fallait une interprétation de quelqu'un, d'un acteur qui pouvait exprimer la douceur, tout ça. Et c'est un très beau travail ce que tu as fait, Alessio, parce que on n'a jamais le doute qu'il ne souffre pas de ça. C'est-à-dire, il n'est pas un figlio di puttana, bastardo, maledetto. C'est quelqu'un qui souffre, même quand il est violent. La scène avec Mirella, il est très violent avec Mirella, mais on comprend qu'il est violent avec soi-même. C'est lui la victime, même quand il est très violent. Et ça, c'était très difficile à expliquer. On peut le dire après, mais c'est très difficile de le dire avant. Et je pense qu'un peu la magie pour nous qui avons fait nos milliers d'années, c'est de retrouver des choses que nous n'avons jamais dit. On ne s'est jamais parlé de ça. On les dit maintenant, ça fait passer 10 ans. Je peux dire, bon, tu as fait un très bel frocione, très contorsionné, et c'était bien pour la cause des homosexuels, de ne pas faire la caricature, de voir quelqu'un qui est comme tous les autres. Il est exactement comme les autres. C'est très fort, c'est très belle, bien qu'il n'est pas devenu une icône du gay pride. Sinon, tu serais tout le temps là avec... Il n'a pas proposé des homosexuels après. Non, je ne le vois. Pourquoi pas? Je te donne la parole, je vais finir parce que tu as dit, moi j'ai l'impression que le rapport charnel qu'il a, il l'entretient avec les livres. Et je pense à une scène, je crois que c'est la scène juste avant qu'il se suicide, je crois que c'est le 31 décembre, il est dans sa cuisine, il a un livre, il le lit, il marque la page, et je crois qu'il ouvre son réfrigérateur pour voir s'il y a quelque chose à manger, et il n'y a rien. Il n'en a pas besoin parce que lui se nourrit intellectuellement. Et je trouve que le rapport charnel, il l'a avec la littérature et les livres. C'est, oui, una fuga. C'est une fuite. C'était une fuite dans le livre, l'imaginaire qu'il avait, le mal de vivre. Il s'est nourri dans la lutte beaucoup. Tu te rappelles quand il arrive en Sicile, et il pose la valise, et il demande, qu'est-ce que vous avez là? Livre. Ce monde de livres, est-ce que tu fais? Je prends les règles, c'est tout. Je veux vivre dans les livres parce que la vie che mi circonda, la vita che mi circonda, che m'entoure, la vie qui m'entoure, je n'aime pas. Et donc, j'aime Rimbaud, j'aime Spumoni, l'image, j'aime Dante, j'aime comme ça, c'est mieux que dans la vie que je suis, qu'il m'a choisi de vivre. C'est un peu en dichotomie totale, mais c'est un mal de vivre, comme il a dit, la victime c'est lui-même, aussi dans l'amour, quel don qu'il voudrait avoir, c'est pas important, vraiment, et quand il décide seulement de faire du sexe, par exemple, quand il va avec le transsexuel, avec la voiture, c'est pas important. Enfin, c'est pas important parce que c'est seulement un sfogo. Comment ça dit? Un défoulement. Justement, le transsexuel, c'était quelque chose qui avait été mis en avant pour marquer son homosexualité symboliquement, parce que c'est un bijou féminin qu'elle lui offre. Voilà. Le passage, voilà. Mais tout à l'heure, après je te donne la parole, Matteo a fait référence à cette... Matteo, Alessio,
a fait cette référence à quand il arrive en Sicile avec son sac, et c'est très intéressant parce que j'avais envie de dire qu'il est tout, ce personnage, sauf flic, hein, je ne fais pas offense à... Il est tout sauf policier, et le commissaire, je pense qu'en Sicile, le comprend parce qu'il lui dit, si je me souviens bien, qu'est-ce que tu cherches dans la police? Et il lui dit, des règles. Et qu'est-ce que tu en fais? Je les applique. Voilà l'échange qu'ils ont. Et c'est tout. Voilà. Je les applique et c'est tout. Et après, j'ai fait ma vie. C'est ça. Et alors il dit, ah, la Sicile, c'est parfait pour toi, parce que tu vas de suivre seulement les règles et tais-toi, c'est tout. C'est un métaphorique fantastique qu'il a écrit, je ne sais pas si toi, Rulli e Petraglia, mais c'est fantastique de la Sicile, comme ça. Je ne rien. D'accord. Tu as écrit, tu as écrit. Non, c'est formidable, par exemple, quand la scène dans laquelle Adriana Asti jette les livres. Après le suicide. C'est sa rébellion à la mort de son fils, c'est de l'agressivité, elle peut l'exprimer vers son fils, à l'égard de son fils, contre le livre. Elle a compris, oui, Donc, la cour de le livre. Contre soi-même, parce qu'elle est la maestra di scuola, c'est elle qui lui a donné ses premiers livres. Ça, c'est tout Rulli e Petraglia. Je ne serais jamais capable d'imaginer une chose pareille. Vous avez déjà répondu en partie à la question, mais dans votre film, il y a des archétypes, la famille, les préoccupations de la famille italienne, les relations amicales, le football. Quel a été votre travail pour que justement on ne sombre pas dans la caricature? Ce n'était pas vraiment un travail, c'était... Je n'aime pas trop de réfléchir sur mon travail, de faire beaucoup de théories. Je commence à tourner la scène, je ne veux pas trop prouver la scène parce que je peur que les acteurs deviennent trop Faire des essais. académiques ou mathématiques. Je veux tourner un peu comme dans un documentaire. Qu'est-ce qu'il y a? La naturalité, la fraîcheur, la réalité. Je pense que le scénario était très bien conçu. Je n'ai pas vraiment écrit des choses, quelques petites corrections qu'on a fait sur le plateau comme ça, mais c'était vraiment Rulli et Petraglia qui avaient composé cette histoire qui racontait leur vie. Il y avait des choses très personnelles. Mais en lisant les scénarios, ces choses très personnelles de la vie de Rulli et Petraglia étaient très faciles à les prendre, à les faire devenir miennes. Et pas explique. Je pense que la même chose s'est passée aux acteurs quand ils ont lu ces rôles. Ils ont trouvé quelque chose de dans son expérience. Ils étaient dans les conditions de la représenter très naturellement. On n'a pas vraiment corrigé. Je sens quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Un peu comme l'oreille absolue. Non, ce n'est pas un là. Je ne sais pas dire c'est avant, donc il faut faire comme ça. Je n'aime pas. Je n'aime pas même les réalisateurs mathématiques. Tout doit être comme ça. Et on reste toute la journée. C'est embêtant pour moi quand je vois des films comme ça. Je ne m'amuse pas. Peut-être que le réalisateur s'amuse beaucoup à faire ça. Il n'a pas suffisamment joué quand il était enfant. Mais j'ai beaucoup joué quand j'étais enfant, donc je sais que quand on fait un film, il faut tourner dans les temps, respecter les temps, respecter l'argent et tout ça. Donc s'il est là ou là, ne change absolument rien. Mais si l'acteur qui fait ça n'est pas parfait, alors ça c'est grave. Alors je ne veux pas m'occuper de piccolo bicchiere, mais je veux m'occuper de l'acteur. Et quand je sens qu'il l'a fait bien, bon, c'est fini. Bon à la prima, en général.
Et après, bonne à la seconde. Après, avant qu'on peut faire beaucoup de plans en plus. Je n'ai pas répondu vraiment. Si, si. Moi, j'avais seulement une chose à propos de l'écriture. Parce que c'est vrai que bon, le scénario était très beau, la structure était très forte. Du coup, voilà, Jules et Petraille ont fait un travail magnifique. Mais moi, je me rappellerai toujours qu'il y avait des moments où Marco Tullio, il était très inspiré et instinctivement, il disait, bon, attendez, alors là, on l'a refait, et tu dis ça, 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 toi tu lui réponds ça. Je dis, non mais attends, mais Marco Tullio, j'avais étudié une autre scène. Non mais t'inquiète pas, oublie. Vas-y, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Oui mais je me rappelle pas. Non, tu vas te rappeler, t'inquiète pas. Bon, et on faisait la scène, et c'était incroyable, et c'était... Voilà. Oui, une forme d'improvisation, mais complètement dirigée. On ne sait jamais ce que tu vas dire le mois après. Oui, exactement. Et du coup, quand les acteurs interprètent un texte, on sache et je vois la page. Je ne veux pas voir la page au cinéma, je veux voir la vie. Et donc c'est mieux. Boccaccio se moque de moi, il dit que je change les mots entre moteur et action pour déstabiliser les acteurs et pour introduire ce petit doute, cette petite recherche qui rend la chose vraie et pas parfaite. Il n'y a pas la perfection dans la vie est très imparfaite et c'est joli aussi. Quindi il film poteva venire meglio, ma lui non lo voleva perfetto. Donc le film aurait pu être mieux, mais lui, il ne voulait pas qu'il soit parfait. Abbiamo detto che Giovanna è la sorella maggiore, ma forse, non so, tu saresti il personaggio più maturo, perché, non lo so, malgrado tutto quello che ti succede, soprattutto con la moglie, non so, fai il tuo cammino fino in fondo. Donc je disais que tout à l'heure on parlait de Giovanna en disant que c'était la sœur aînée, et je me demande si le personnage de Luigi, de Nicola, c'est pas le personnage le plus mûr, parce que il lui arrive des choses affreuses, notamment le chemin que choisit son épouse, c'est Giulia dans le film, et malgré tout il continue à faire son chemin jusqu'au bout. Et je vais ajouter autre chose aussi. J'aime beaucoup, alors ça c'est également le scénario, quelque chose qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui, c'est cette amitié qui te lie jusqu'au bout avec un ouvrier qui est interprété par Vitale, par Claudio Gioè. Sì, innanzitutto scusate se non parlo francese, tu traduci? Ah, no, sì. J'ai un moment d'absence. Excusez-moi si tu parles pas français. Ho chiesto, appunto, devo ringraziare innanzitutto Lidia perché parla benissimo il francese, ma le ho chiesto di non parlarlo per non essere l'unico a fare questa brutta figura. Lidia parce qu'elle parle très bien français, mais j'ai demandé de dire qu'elle parlait pas français pour pas être le seul idiot ici, quoi. E diciamo, ha delle opportunità il fatto di non parlare la lingua, perché quando ci sono dei traduttori come Jean-Claude i nostri pensieri vengono migliorati, diciamo. Quindi è un piacere ascoltare cose che uno magari non ha detto ma che sembrano interessanti. Questa è la frase del nostro fidanzamento. Voilà, bon, on va faire une parenthèse. Je disais qu'il me remerciait pour la traduction. Je remercie également Antonella de nous accompagner. Rispondi adesso. No, vabbè, censura? È tornata la censura. E diciamo, sono passati 10 anni, traduci scusa, sono passati 10 anni da quando abbiamo fatto il film. Ça fait 10 ans depuis 10 ans sont passés depuis qu'on a fait le film. E quindi vari film, o magari altra esperienza che uno ha fatto nella vita e nel lavoro. Donc j'ai fait d'autres films, d'autres expériences, aussi bien dans la vie que dans le travail. L'anno scorso sono venuto qua e vi ringrazio ancora per l'accoglienza del film. Ma... Par exemple, l'année dernière, je suis venu ici présenter mon film et je vous remercie encore pour l'accueil que vous m'avez réservé. Ma erano 10 anni che io non ero veramente così emozionato a parlare in pubblico. Donc ça faisait 10 ans que j'avais pas autant d'émotions, je n'étais pas autant ému devant un public. Ed è sicuramente insieme c'è il fatto di ritrovare appunto
stare insieme agli amici, e forse è la prima volta da allora che non siamo tutti insieme. Donc c'est vrai, on se retrouve là entre amis et c'est la première fois depuis l'époque qu'on se retrouve tous ensemble. E l'altra perché il personaggio che ho interpretato io, ma credo di poter parlare per tutti, è, diciamo, superiore a come siamo come persone. Donc je vais parler du personnage, mais je crois que je peux aller parler aussi au nom de tous. Je crois que nos personnages sont supérieurs à nous en tant qu'être, en tant que personne. E quindi il fatto di essere adesso portavoce di una cosa di cui io stesso sono, rispetto a cui io stesso sono più piccolo, richiede un certo sforzo. Donc je suis un peu le porte-voix de quelque chose qui me déplace, qui me dépasse, quelque chose qui est plus grand que moi, ça me dépasse un peu. E l'emozione io la percepisco innanzitutto nel corpo, perché diciamo, era da molto tempo che non sentivo il battito del cuore senza mettere la mano al petto o al polso, cioè lo sento, il corpo sta andando per i fatti suoi. Diciamo. L'émotion, je la ressens aussi dans mon corps parce que je sens les battements du cœur sans avoir besoin de mettre la main dessus. Avete detto tante cose belle. Vous avez dit beaucoup de jolies choses. Mi viene in mente innanzitutto, ecco, appunto, rispetto a questa sproporzione, diciamo, rispetto ai personaggi. Donc, par rapport au personnage. Ad esempio, quando è che un personaggio importante o un autore importante, quando è in grado di introdurre nel vocabolario un aggettivo. Quand est-ce qu'un personnage ou un réalisateur est important? Quand on arrive à introduire dans le vocabulaire un adjectif. Grandi autori, Kafka introduce il kafkiano, Beckett il beckettiano. Kafka introduit le kafkaien, oui. Et Brecht, on va dire brechtien. Oui. Brechtiano, esatto. Anche i personaggi, c'è Amleto, uno diventa amletico, diventa faustiano. Quindi voilà, donc on parle de personnages, pour Faustien par exemple, il prenait d'autres exemples, avec Hamlet aussi par exemple. E anche la meglio gioventù, diciamo, appunto, era difficile fare un aggettivo, ma da allora non c'è quasi giorno in cui sul giornale non ci si riferisca al film rispetto alla meglio gioventù degli vari ambiti, delle varie provenienze. Et donc je pense aussi que ce film a marqué, puisque je pense que tous les jours on lit des articles, on dit comme dans comme dans nos meilleures années. Donc c'est un film qui a marqué son époque. È diventato un modello, di riferimento. Une sorte de référence. Probabilmente perché ha inciso sulla vita delle persone. Parce que il a influé, il a eu une grande influence sur la vie des gens. Io ne ho avuto proprio prova qualche giorno fa, poco prima di venire qui. J'en ai eu la preuve encore il y a quelques jours. Lavoravo appunto, stavo facendo le riprese di un altro film. J'étais en train de tourner, j'étais sur un autre plateau de tournage. E a un certo punto una persona che era al di là delle transenne del set. Donc là, une personne qui est au-delà des barrières, derrière les barrières de protection. Sono passati 10 anni. Donc, je vous rappelle qu'il y a 10 ans qui sont passés depuis le film. Mi ha chiamato, mi ha fatto segno di raggiungerlo. Elle m'a appelé, elle m'a demandé si je pouvais m'approcher d'elle. E senza mettere nessun'altra frase in mezzo, sans rien dire autour, mi ha chiesto: ma perché Matteo ha fatto quella cosa? Elle m'a dit, mais pourquoi Matteo a fait ça? E diciamo, questo è anche, diciamo, rispetto a quello che dicevamo prima, secondo me è uno dei meriti del film e del suo personaggio. C'est un des mérites du film et également du personnage. Ci sono delle cose evidenti, il y a des choses évidentes, e delle cose che rimangono misteriose. Et des choses qui restent mystérieuses. Non ho saputo rispondere io. E probabilmente non c'è una risposta. J'ai peut-être pas su répondre, peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Cioè non c'è la pedanteria della risposta in molte cose. Peut-être que je vais pas être pédant au point de donner une réponse. Cioè del fatto di avere già confezionato un significato da dover, come dire, distribuire agli altri come fosse un insegnamento. Voilà, j'ai pas construit, j'ai pas donné du sens. Un'altra cosa che mi è venuta in mente rispetto a quello che si diceva prima è Adriana Asti, per esempio. Par rapport, j'ai pensé à autre chose tout à l'heure quand on a parlé de Adriana Asti. Certe volte quando mi chiedono ma come si fanno quelle scene in cui si piange, in cui ci si commuove. Donc, quand on me dit par exemple comment on fait pour tourner ces scènes où on doit pleurer, être ému. Io cerco, la mia risposta è: lo spettatore non è preparato a commuoversi, ma vede una scena e piange. Je dis le spectateur n'est pas préparé à être ému, mais il voit la scène et il pleure.
come fa a non commuoversi un attore se ha davanti Adriana Asta che dice quelle cose? Comment on peut faire un acteur comment un acteur ne peut-il pas être ému en voyant et en entendant Adriana Asti faire et dire ces choses-là? L'attore addirittura è più vicino della macchina da presa in quel momento. L'acteur est peut-être plus proche de la caméra dans ces moments-là. Cioè in quel momento era come se, diciamo, il film era innanzitutto per me. C'est comme si le film était avant tout pour moi. E quindi in questo senso l'attore è molto facilitato quando ha dei compagni di questo tipo. No? Et je crois que l'acteur, on lui facilite le travail quand il a des camarades et des collègues de ce genre. Così come rispetto alla sceneggiatura è di una precisione chirurgica in alcuni momenti. Je pense que la scénario est d'une précision chirurgicale dans ces moments-là. Ça, c'est une déformation professionnelle. Non c'era bisogno di riferirsi a nient'altro se non alla sceneggiatura e alle indicazioni del regista. On avait besoin de rien d'autre sinon du scénario et des indications du metteur en scène. Altrimenti sarebbe stato impossibile fare il padre, per me a quell'età, il padre di una bambina e poi di una ragazza di 20 anni. Sinon, j'aurais pas pu faire à l'époque, à mon âge, le père d'abord d'une enfant et puis d'une demoiselle de 20 ans. In un certo senso adesso che sono diventato padre da 1 anno e mezzo, per me adesso le scene verrebbero più difficili. Et peut-être que maintenant que je suis devenu père depuis 1 an et demi, peut-être que ces scènes seraient plus difficiles. Quindi non è detto che l'esperienza aiuti, ma l'esperienza è il rapporto che si ha con la sceneggiatura. Donc pour moi l'expérience n'aide pas, c'est le rapport qu'on a avec le scénario. Vengo, diciamo, queste erano tutte le questioni molto interessanti che c'erano prima. Rispetto al personaggio non so cosa dire. No, provo a dire qualcosa. A propos du personnage, je sais pas quoi dire. Beh, diciamo, io credo che è vero che rappresenta, forse appunto diceva se c'è un tratto di pertinenza tra me e il personaggio, forse perché Marco Tullio ha percepito la mia vecchiaia già allora. Donc c'est peut-être quelque chose de pertinent entre le personnage et moi, c'est peut-être parce que Marco Tullia avait déjà perçu ma vieillesse à l'époque. È sicuramente un personaggio caldo, accogliente. C'est un personnage accueillant, chaleureux, che ha una grande capacità di ascolto qui a degli une altri. grande capacité d'écoute. Però io credo che lui abbia, diciamo, una piccola metamorfosi, dico piccola però non indifferente dal punto di vista degli effetti. Je pense quand même qu'il y a une métamorphose, je dis petite mais pas indifférente. Ed è proprio la morte di Matteo. C'est la mort de Matteo. Fino a quel momento, ecco, se dovessi dire il tratto distintivo del personaggio è la sua voglia e sete di libertà. Donc je crois qu'avant, sa caractéristique personnelle, principale, c'était la voglia di libertà, sì, donc son envie de liberté. L'ansia di libertà, questo sentimento Il voulait être libre. Sì, per sé e per gli altri però. Pour lui et pour les autres. In particolare poi per i suoi pazienti. Surtout pour ses patients. L'alienazione dei suoi pazienti è vista come una forma di carcere. Donc l'aliénation de ses patients vit comme une forme de prison. Il carcere del corpo e il carcere poi del manicomio, no? Prison du corps, prison de l'asile psychiatrique. Però ecco, per concludere quello che volevo dire è che il fatto di, diciamo, a un certo punto, dopo la morte di Matteo, donc je vais arriver à ce que je voulais vous dire, après la mort de Matteo, si rende conto che assicurare la libertà agli altri, il se rend compte que assurer la liberté aux autres non significa dire sì, ce n'est pas savoir dire oui, ma porre un ostacolo, mais mettre un obstacle. Mettere un muro davanti alla presunzione di libertà degli altri, mettre peut-être un mur devant l'envie de liberté des autres, per costringerli a prendere una posizione responsabile. Pour les obliger à prendre une position responsable. Je voudrais ajouter seulement et te remercier parce que tu m'as beaucoup aidé en tant que metteur en scène avec la petite fille, la tua bambina di 5 anni, Sara Pamoncello. Elle était délicieuse. J'aime les enfants, però sont très difficiles. Et donc, on s'était immédiatement détesté. J'aurais dû être... J'étais comme un petit enfant avec elle, elle avait 5 ans, j'en avais 4.
Et toi, l'as très bien préparée. Elle était magnifique dans le film. À un certain moment, quelque chose s'est passé et on s'est aimé beaucoup avec la petite. Et donc, c'était tout très facile, etc. Juste au moment où on devait tourner la scène dans laquelle la petite demande de maman. Et il a une réaction très dure avec elle. Et une réaction qu'il a envers soi-même. Ça, c'était très difficile à l'expliquer à la petite. Et donc, on a dû travailler contre elle. C'est-à-dire que lui, il a toujours été réellement doux et prémorose, un vrai père, il a dû être dur. Et la petite ne comprenait pas pourquoi le cache était devenu détestable, minable. Tu te rappelles, voglio andare a casa. La petite disait, je veux rentrer à la maison. Hein, oui. Et à la fin, elle pleurait la pauvre. Ma no, scherzavamo, c'est un gioco così, etc. Qu'elle pleurait, elle lui disait, non, je plaisantais, je plaisantais. Sentendoci dei due pezzi di merda. Così. Mais après, elle a compris, elle est devenue une actrice après ça. Quand on a tourné la deuxième fois, elle faisait semblable, elle a récité, elle a interprété, mais je montais la première. Comunque grazie, sei stato adorabile con lei. Je dois confesser, je ne veux pas, Alessio, distraiti un attimo. Quand j'avais lu le scénario, je venais de faire un film avec Luigi Locaci, 100 passi. Il était formidable dans ce film, c'était beaucoup aimé. Donc je lui ai proposé. Ça vous rappelle quelque chose, Peppino Impastato? Je lui ai dit, je voudrais faire un film pour la télévision qu'ils m'ont proposé, c'est un scénario magnifique. Il y a 2 rôles fantastiques, 2 frères. Je pense que tu pourrais faire soit Matteo, soit Nicola, parce que je ne connaissais pas encore si bien. Vous savez, les films, il n'y a rien. On commence à imaginer, donc tout est possible. Tu as lu le scénario et tu m'as dit, écoute, le personnage de Matteo è più redditizio, come on dit? Rentable. Parce qu'on va mourir, tout le monde. Le personnage de Nicola est plus difficile. J'ai fait Nicola. Tu te rappelles? Ça veut dire on va faire Matteo, on va laisser faire Matteo par un amateur, quoi. C'était bien, il a fait magnifiquement. Après, quand on a fait les films, c'est impossible d'imaginer quelqu'un d'autre, c'est impossible d'imaginer Bono qui fait Nicola ou Locacio qui fait Matteo, parce qu'ils sont devenus c'est-à-dire come Scaravaggio, la vocazione di San Matteo, lui, l'entierro del conde de Orgaz del Greco, on ne peut pas imaginer autre mais quand il y a encore rien, il y a seulement l'idée et il faut commencer à dessiner les films. C'est très important de s'appuyer à quelque chose. Et tu as été très mûr à prendre cette décision. Et tu as vu Nicola avant que moi. Pour moi, eh bien, tu as bien fait, c'est très émouvant. Les scènes sont formidables, évidemment. Matteo, on pleure quand Matteo se dit, on pleure aussi quand Nicola parle de son frère à propos de la liberté, qui ne l'a pas bloqué, etc. Et je pleure toujours quand tu vas à la prison demander une épouse à la Bergamasco, et tu l'as dénoncé, et tu vas là et tu demandes sa main. Quelle larme. Per rovinare questo momento di commozione, Pour un peu ruiner, gâcher ce moment d'émotion, volevo dire che quando ho letto la sceneggiatura mi sono accorto che Nicola stava a 4 puntate e Matteo 3. quand j'ai lu le scénario, j'ai compris que Nicola
était dans 4 épisodes, donc il fait référence à la télévision. E ho 4 scelto di épisodes, stare più a et lungo lui davanti allo 3. schermo. Et donc c'est parce que j'étais dans tous les épisodes que j'ai choisi le personnage. Quand j'ai lu le scénario, je savais que l'affiche c'était avec le visage de Georgia et je voudrais faire Georgia. Mais il m'a dit non. Però è una bella idea rigirarlo tutto, un po' come Otello Iago. Ça serait une belle idée en faisant effectivement tourner les personnages. Tout à l'heure, quelqu'un elle est partie la dame. Oui. Oui, si vous pouvez avoir une suite. On va faire la suite de la mission. Justement, est-ce que vous avez lu ce qu'a imaginé la journaliste Margherita Nassi sur Slate.fr? Elle a imaginé la suite de votre film. Je vous rappelle que le film passe de 1966 à 2003, c'est ça? Oui. Voilà, 2003, même, non? Un peu avant 60. Non, non, Oui, j'ai lu, mais c'était 66 le début. Je suis content d'avoir fait le numéro 1. Enfin, on ne pouvait pas s'occuper de ces types, tandis que si on tourne la suite, il faut parler de ça. Non. Se faccio il seguito ne devo parlare. Il est 6h moins 2, on va bientôt, je voudrais, s'il n'y a rien d'autre sur le Mais film, juste, enfin, sur oui, la je vais musique. donner la parole, et après on fera un petit tour de table pour que nos amis nous parlent de leur actualité du moment. Juste un mot sur la musique importante, évidemment teintée par les époques. Il y a les Animals, The House of the Rising Sun, il y a la variété italienne, mais il y a Georges Delru, Jules et Gilles. Qu'est-ce qu'il fait là, Georges Delru? C'est un des grands compositeurs. Et je pense que chaque fois qu'il y a les notes de Catherine et Jim, on commence à pleurer. Et donc, j'ai toujours adoré Jules et Jim. Je me rappelle d'avoir vu une soir un film qui n'était pas Jules et Jim, un autre film qui utilisait la musique de Delerue. Moi, je dis, bon, les voix sont libres. Je veux absolument la voir. On a commencé à monter les films avec comment on dit, la colonne sonore. La bande originale. C'était formidable. J'ai demandé à mon producteur pour la laisser. On ne peut pas composer une musique pareille. C'est impossible d'imaginer nos meilleures années sans la musique. C'est un morceau de musique de Georges Delru. Alors, tout à l'heure, j'ai commencé de gauche à droite, on va commencer de droite à gauche pour terminer. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit Marco Tullio, parce qu'il a fait référence au Caravage. Et la dernière fois que j'avais vu Alessio, c'était à Rome. Il était tout grimé, il avait une barbe. J'avais dit, je ne sais pas si tu te souviens, j'étais allé t'interviewer, tu m'avais amené dans un petit bar. Et c'était la grande époque où toutes les filles couraient après dès qu'on le voyait. J'ai dit, t'as pas peur qu'on t'agresse? Alors il avait des lunettes, il me dit, là, on ne me reconnaîtra pas. Et est-ce que, voilà, je fais le lien entre les deux, est-ce que, je ne sais pas si Longoni, j'espère qu'un jour ce film sera acheté au moins par la télévision italienne. Est-ce que Longoni t'a choisi aussi parce qu'il t'a vu dans Nos meilleures années? Parce que le Caravage, quand même, c'est un personnage perturbé, travaillé, presque autant que Matteo. Après, le personnage de Matteo, il a changé beaucoup mon carrière. Et beaucoup de metteurs en scène m'ont choisi, et surtout pour la dichotomie des difficultés qu'il avait Matteo dans les meilleures années. Donc, Caravaggio, il a une grande dichotomie. Beaucoup. Il y a aussi des autres personnages, et bien sûr, Angelo Longoni il avait vu les meilleures années. Et il a, comment si dice Provino? Des essais. Des essais très forts. Imaginez-moi avec les lunettes noires, non les lunettes, les lentilles. Les lentilles noires. Pour avoir les yeux noirs. Ouais.
avec un petit bar de 2 chevaux, et après nous avons commencé avec Tito Restoraro et nous sommes marchés. Mais après Matteo Carratti, beaucoup des metteurs en scène m'ont demandé de faire quelque chose de fort dans le caractère, dans le scénario qu'ils ont écrit. Oui. C'est flatteur, mais en même temps, ça peut t'enfermer toujours dans le même style de personnage. Excuse-moi. C'est assez flatteur d'être choisi. Flatteur, qu'est-ce que c'est? Qualcosa che ti fa piacere. Ah ouais, Però excusez-moi. chiude dentro. Non, absolument, non, c'est un plaisir. Non, j'aime absolument, non, absolument. Alors, je sais que tu fais beaucoup de théâtre en ce moment. Quelle est ton actualité? Je suis en train de faire une pièce théâtrale qui s'appelle Le Visiteur. C'est de Eric Emmanuel Schmitt au théâtre. Je suis en tournée en Italie maintenant et je suis Dieu. C'est un dialogue entre Freud et Dieu et je suis Dieu. Et c'est très difficile maintenant parce que mon carrière s'est terminée parce qu'après Matteo Caravaggio, Ulisse, Dieu, je ne peux pas. Il a tourné C'est terminé. Ulysse sur Arte, qui est passé à la télévision il y a quelques mois. C'est vraiment terminé. Je pense à la production maintenant. Il sortira l'Odyssée. Il est déjà sorti. Il est passé sur Arte. Il est passé sur Arte. Il a sorti en Italie sur la Rai. Et un film que j'ai fait, une comédie avec aussi Angelo Longoni. Le metteur en scène c'est le même, avec Luca Zingaretti, Luisa Ranieri, Claudio Giolini, Ambrangiolini. C'est une comédie qui est sortie en février dans le film, le cinéma. Et c'est tout pour le moment. Merci encore. Luigi, comédien et aussi réalisateur en ce moment. Alors, ton actualité de comédien et l'opera seconda quando? Sono al montaggio del secondo film, è una sorpresa, l'ho già girato e... Il nous est en train de nous dire qu'il a déjà tourné le deuxième film, il est en train de le monter. Avevo sbagliato, la città ideale non è Siena ma Tolosa. C'était trompé, donc il va faire la cité idéale, non pas à Sienne, mais à Toulouse. Et le film il a tourné ce matin. No. Mi ha fatto ricordare, diciamo, rispetto al fatto che lui interpreta Dio. Donc, ça m'a, tout à l'heure, le fait qu'il nous ait dit qu'il interprétait Dieu, ça m'a fait penser à quelque chose. Che mentre giravamo Buongiorno Notte, Donc pendant qu'on tournait Buongiorno Notte, è più interessante. Facciamo pubblicità. A Cinecittà, donc je tournais à Cinecittà. Giravano contemporaneamente Passion, quello lo so pronunciare, Passion, Je tournais Passion avec Mel Gibson. di Mel Gibson. E ho assistito a una scena, diciamo che l'attore che interpretava Gesù Cristo. Donc j'ai assisté à une scène où le comédien qui jouait le rôle de Jésus. Una volta l'ho visto uscire dal suo camper. Donc je l'ai vu sortir de sa, on va dire de sa caravane, de son petit camping-car. E mentre andava verso la mensa, et donc pendant qu'il se dirigeait vers la cantine, benediceva le persone che incontrava. La cantine de Cinecittà, excellente cantine. Il bénissait les personnes qu'il rencontrait. Tra l'altro ci sto pensando adesso con una premonizione perché faceva la croce quando lui ancora non era morto, diciamo. Donc en plus, je sais pas, il y avait une sorte de prémonition parce qu'il faisait le signe de croix alors qu'il n'était pas mort. Ecco, io spero che lui non diventi così megalomane, Donc j'espère qu'il ne deviendra pas facendo addirittura il padre. Ecco. Donc faisant aussi également le Père. Dieu le Père. Je suis pire quand je sors de théâtre. No, mi piacerebbe fare un secondo film. Donc j'aimerais bien naturellement faire un deuxième film. Ma non sono un regista e quindi ho bisogno di scrivere eventualmente una storia. Je ne suis pas un metteur en scène et j'ai besoin d'écrire une histoire. Nel senso che il regista, anche se appunto c'è una sceneggiatura scritta da qualcun altro, possedendo uno sguardo, uno stile, si impossessa poi della scrittura e la rende propria. Donc effectivement, quand on a un scénario écrit par quelqu'un d'autre, on prend possession de cette écriture et elle nous appartient aussi. Io che appunto non ho questa capacità, non saprei immaginare da un testo scritto una messa in scena. Moi, je n'ai pas cette capacité, je ne suis pas capable d'imaginer à partir d'un texte écrit une mise en scène. E quindi ho bisogno eventualmente di partire dalla scrittura. J'ai besoin de partir de l'écriture. Cosa che sto cercando di fare adesso col teatro, per esempio. C'est ce que j'essaie de faire avec le théâtre en ce moment, par exemple. Sto cercando di scrivere appunto un testo che si riferisce all'Otello di Shakespeare. J'essaie d'écrire un texte qui se réfère à Othello de Shakespeare.
È successa una cosa particolare perché i tempi del teatro sono molto lunghi. Les temps qu'on a au théâtre sont très lents. E quindi mi hanno chiesto nei teatri dove lo farò una sinossi del testo. Donc on m'a demandé un synopsis du texte. Di un testo che non ho scritto. Un texte en plus que je n'ai pas écrit. E quindi ho mandato una sinossi di qualcosa che non c'è. Donc j'ai envoyé un scénario, un synopsis de quelque chose qui n'existe pas. Ma diciamo, sono stato superato dai produttori dello spettacolo. Donc finalement les producteurs du spectacle sont allés au-delà. Che hanno aggiunto a questa sinossi un commento alla sinossi. Et ils ont ajouté à ce synopsis un commentaire du synopsis. In cui dicevano questo testo molto profondo di Locascio. Ils disaient ce texte très profond de Locascio. Che scava nei sentimenti. Qui va chercher, qui creuse dans les sentiments. Che arriva al dunque delle passioni. Qui arrive au bout des passions. Quindi adesso mi fa più impressione, più che riferirmi a Shakespeare, riferirmi alla sinossi. Maintenant, plus que prendre référence à E al commento della sinossi. È una battaglia già persa, diciamo. C'est une bataille perdue. No, ecco, questo, diciamo, rispetto alla... Insomma, mi piacerebbe tornare comunque qua con un film come regista. Donc j'espère revenir avec, en tant que metteur en scène. Lidia. Oui. Cosa fai in questo momento? Cosa devi fare? Progetti? Sto portando in giro questo spettacolo che si chiama Solo Anna. Donc je tourne avec un spectacle qui s'appelle Solo Anna. Stanno pensando a Parigi di prenderselo. Et donc on va peut-être le représenter à Paris. Che è metà in italiano, metà in inglese. Il est à moitié en italien, moitié en anglais. Ed è un percorso attraverso la vita di Anna Magnani. C'est donc un parcours à travers la vie d'Anna Magnani, la grande comédienne italienne. Ed è un'esperienza molto bella che va avanti da quasi 2 anni, che è partita dagli Stati Uniti. C'est une très belle expérience qui dure depuis 2 ans, qui est partie des États-Unis. E che continua ad accompagnarmi. Abbiamo appena finito con Gigi, e che ci siamo continue à ritrovati m'accompagner. a girare insieme con Ivano De Matteo e i nostri ragazzi. Et donc on vient de tourner avec Ivano De Matteo qui a présenté ses 2 premiers films ici, le deuxième et le troisième, et j'espère qu'il viendra présenter le È quatrième. stato un momento che l'ho guardato a Gigi e gli ho fatto: mamma mia Gigi, ci sto avendo la sensazione come se stessimo dentro la meglio gioventù. Et donc je l'ai regardé à un moment, j'ai l'impression qu'on est dans la meilleure gioventù. Perché lui fa un medico in questo film. En plus dans ce film il interprète le rôle d'un médecin. Ho avuto un attimo in cui proprio... J'ai été troublé pendant un moment. È stato molto bello. Bon, c'était très beau. E basta, che devo fare tutto. Grazie. Jasmine. Hey. On t'a vu récemment en France dans Miele. Tu m'as apporté l'amboutale au fond Oui, exprès, c'est là. Alors, Christine, ça demande le film ou pas? Oui. Oui. Alors demain, si vous voulez, vous pouvez... Donc demain, tu nous présenteras... Ah oui? Tu seras... Non, Matinée? Ah non, elle sera partie. Elle sera partie. Donc, vous, demain, venez voir... C'est vrai, venez voir le film de Giorgio Diritti, Un giorno devi andare. Donc, Et ton actualité? Après le Diritti et Miele. Et après Miele, un film français qui s'appelle Une autre vie. Dirigé par Emmanuel Mouret. Et... En janvier? Il sortira en janvier, on vient de nous dire. Professionnel. Et quoi d'autre? Un film américain, et c'est tout. Et tu as tourné un deuxième film avec Bertrand Bonello. Oui, non, mais je fais un tout petit rôle. Oui. C'est moi l'espionne. Bien. Maya. Pas grand-chose en ce moment, en fait. Oui, c'est vrai que tu es maman depuis pas longtemps. Oui, je suis maman depuis pas longtemps. Du coup, oui, grand-chose, magnifique, mais très privé. Et je suis très contente parce qu'il y a Alceste à bicyclette qui sort en Italie. Et voilà, du coup, on a fait la présentation au Festival de Turin. Le public italien a beaucoup aimé. Et pour le moment, c'est... Voilà. Molière in bicicletta. Et le metteur en scène, est-il en train d'écrire? Oui, voilà. Bien, merci à tous.